Bien bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pendant cette demi-heure pendant laquelle nous allons échanger sur la loi Elan, par une session qui est proposée par le moniteur. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints puisque vous êtes une centaine à être présents ici. Donc nous allons évoquer en fait la loi Elan sous un aspect précis qui sont les règles de droit de l'urbanisme et d'aménagement urbain qui sont modifiés ou qui sont créés dans le cadre de la loi Elan. Donc nous n'évoquerons pas pendant cette demi-heure les règles relatives au logement social qui ont été modifiées de manière importante par la loi Elan. Donc je me concentrerai sur ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire le droit de l'urbanisme et le droit de l'aménagement et les nouvelles règles en la matière. Je vais donc faire un exposé, évoquer donc effectivement les dispositions nouvelles en matière de droit de l'urbanisme et de droit de l'aménagement pendant une vingtaine de minutes. Et puis après, il restera 10 minutes durant lesquelles je reprendrai certaines des questions que vous me poserez et puis essaierai d'y répondre. Voilà. Donc pour poser ces questions, vous avez en haut à droite de votre écran une flèche blanche dans une icône orange et rouge. Je crois qu'il faut que vous cliquiez dessus et à partir de là, vous pourrez rédiger votre question et je la recevrai directement en ligne. Voilà. Alors pour une présentation rapide, donc je m'appelle Cyril Laroche, je suis avocat à la Cour au barreau de Paris depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai créé mon cabinet il y a 5 ans et je suis spécialisé en droit de l'urbanisme et droit de la construction. En droit public et droit de la construction. Et au sein du droit public, évidemment, j'interviens beaucoup en matière de droit de l'urbanisme. Pour ma part, en contentieux, c'est-à-dire que je fais beaucoup de contestations d'autorisation d'urbanisme où je défends des autorisations d'urbanisme qui ont été accordées pour la réalisation de projets immobiliers ou pour la construction d'immeubles ou d'ensembles immobiliers. Voilà, donc nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet sur cette loi Elan, puisque le temps est court, pour évoquer un texte qui est un texte qui n'est pas révolutionnaire, qui n'est pas révolutionnaire, c'est plutôt une continuité par rapport à des dispositions législatives qui existaient déjà auparavant, mais qui est un texte sur lequel quand même les parlementaires ont beaucoup travaillé, qui est très technique, qui comprend beaucoup de dispositions nouvelles, qui sont évidemment, comme toutes les dispositions législatives nouvelles, qui auront certaines un impact intéressant, d'autres qui seront sans doute condamnées à exister sans être vraiment utilisées. Mais nous avons ici à faire un travail sérieux. La question est de savoir évidemment si ce travail sérieux est un travail qui va permettre effectivement d'atteindre l'objectif par la loi Elan, qui était déjà l'objectif fixé par la loi Allure, par la loi Macron et même par la loi NOTRe quelque part, qui concernait aussi des dispositions en matière d'urbanisme, à savoir construire plus, construire mieux et construire pour permettre effectivement ensuite aux logements qui sont réalisés d'être moins chers. Évidemment, plus il y aura d'offres, plus il y a de bâtiments et plus déjà normalement le prix de l'immobilier devrait baisser. Tout ceci, ce sont évidemment des objectifs très larges, très ambitieux, qui ont permis, après la loi Allure, effectivement une amélioration des statistiques ou des dépôts de demandes de permis de construire et de construction. Puis on voit que, à nouveau, malgré les dispositions législatives qui sont mises en œuvre, il y a quand même une diminution à nouveau des demandes de permis de construire. Est-ce que la loi Elan permettra un nouvel élan? J'ai quelques réserves par rapport à cela, mais on peut donner crédit aux législateurs d'essayer. Alors, pour construire plus, pour construire mieux, quel est l'objectif? Eh bien, c'est de lever les verrous, de mettre en œuvre effectivement toutes les dispositions législatives qui permettent effectivement d'empêcher que ceux qui empêchent la construction, effectivement, on essaye de faire en sorte qu'ils soient mis en échec. Les deux personnes, on va dire, qui sont les obstacles principaux à la construction en France, c'est d'abord le voisin. Le voisin étant celui qui est à côté effectivement du projet immobilier et qui va évidemment mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose et principalement des moyens contentieux de procédure juridictionnelle pour empêcher le projet. Le deuxième obstacle à la construction qui existe en France, qui est important à côté du voisin, c'est, avec tout le respect que je lui dois, le maire qui, par les réglementations d'urbanisme qu'il élabore, à travers évidemment le plan local d'urbanisme quand il y en a un, pose effectivement un certain nombre de règles qui sont par définition des obstacles à la construction, des limites à la construction. Et plus vous avez un nombre de règles important, plus ces règles sont complexes et parfois compliquées à comprendre et donc source d'interprétation, source de contentieux. Alors elles permettent aux voisins de s'en prévaloir pour empêcher ou tenter d'empêcher la construction ou la retarder. Et parfois, elles sont quand même un outil qu'utilise la commune pour empêcher la réalisation de ces projets. Le maire étant évidemment élu, il est élu par
administrés qui, eux, évidemment, ont plutôt une propension à éviter la réalisation de projets immobiliers à côté de chez eux. Tout le monde est pour la construction plus, tout le monde est pour la construction meilleure, mais pourvu que ce soit pas à côté de chez soi. Voilà une des difficultés majeures. Donc, la loi Allure, comme la loi Macron, comme la loi Elan, eh bien, mettent en œuvre des dispositions en matière d'urbanisme et d'aménagement pour essayer d'attaquer le voisin, pour essayer d'empêcher également aux maires de faire blocage à la construction et que les règles juridiques ne soient pas un obstacle à cette construction. Parce que le troisième obstacle majeur, évidemment, à la construction, par le prisme du droit de l'urbanisme et du droit de l'aménagement urbain, c'est évidemment eh bien, les règles en elles-mêmes et leur complexité, qui fait qu'aujourd'hui, le droit de l'urbanisme est un droit très compliqué, qui fait que les règles, effectivement, eh bien, il est difficile de savoir finalement quelles sont les règles qui s'appliquent sur une unité foncière pour pouvoir réaliser un projet, tellement compliquées qu'elles rendent effectivement les projets compliqués, aléatoires et encore plus coûteux. C'est la raison pour laquelle il faut essayer aussi de simplifier le droit de l'urbanisme pour faire en sorte effectivement qu'il ne soit pas un obstacle à la construction. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas voir la liste exhaustive de toutes les règles parce qu'il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, dans la loi Elan qui essaye d'empêcher le voisin de faire des recours, on va dire quand même déposséder ou entraver les pouvoirs du maire qui aurait tendance effectivement à élaborer des règles d'urbanisme qui empêcheraient la construction et simplifier le droit de l'urbanisme. Tout ceci est très difficile. Pourquoi? Parce que ce droit de l'urbanisme, c'est pas un droit fait pour construire. C'est plutôt une police à la base, et ça reste une police administrative pour empêcher la construction. Et d'où cette tension permanente qu'il y a pour modifier le droit de l'urbanisme, pour faire en sorte qu'il soit une police qui n'empêche pas trop la construction. Le droit de l'urbanisme étant également, en vérité, un compromis entre différents objectifs distincts, qui sont certes de construire, mais aussi de protéger l'environnement, par exemple, mais aussi de protéger l'architecture ou le patrimoine architectural. Et cette tension-là, eh bien, on la retrouve dans tous les débats législatifs qui sont relatifs à la construction et à l'urbanisme. Et bien sûr qu'on l'a retrouvé dans la loi Elan, à nouveau, et c'est sur ces points-là, d'ailleurs, que la presse a relayé, je dirais, les difficultés enfin les débats que posait cette loi. La loi en question, la loi Elan, a fait l'objet donc de plusieurs de débats nombreux. Un accord a été trouvé en commission mixte paritaire entre les sénateurs et les députés. La loi n'a pas été votée, mais elle va l'être. Mais on a le texte qui a été retenu par la commission mixte paritaire, de sorte que l'on a le texte qui va effectivement entrer en vigueur et que l'on peut parler sur des dispositions dont on a une certitude quant à leur réalisation juridique. Alors, quels sont les objectifs, effectivement, et comment la loi Elan essaye de faire en sorte de simplifier le droit de l'urbanisme, de faire en sorte qu'effectivement les maires soient peut-être un peu dépossédés de la possibilité d'élaborer des règles de l'urbanisme. Et comment faire obstacle aux voisins? Eh bien, il y a tout un pan de mesures qui étaient à peu près les mêmes dans la loi Allure et qu'on retrouve également dans la loi Elan. La loi Elan étant la continuité de la loi Allure et de la loi Macron qui avait été votée entre les deux. La première chose, c'est qu'évidemment, pour construire plus, il faut que des règles d'urbanisme qui soient donc des règles d'urbanisme les plus simples possibles. Or, aujourd'hui, vous le savez, le droit de l'urbanisme, c'est en fait une cascade de règles d'urbanisme qui s'empilent les unes sur les autres, qui doivent être compatibles les unes avec les autres ou prendre en compte les unes les autres pour aboutir à la fin à une règle qui sera la règle que vous aurez applicable sur l'unité foncière sur laquelle vous voulez construire et qui la plupart du temps sera régie par le PLU qui est en fait la synthèse ou la meilleure synthèse, complétée ensuite par les volontés du maire, des règles d'urbanisme qui la surplombent. Donc cette cascade de règles est aujourd'hui, pour l'essentiel, incompréhensible. Il y avait eu des progrès qui avaient été faits avec la loi Allure. On essaye d'aller encore plus loin dans la loi Elan. Mais petite déception, première déception effectivement dans cette loi Elan, c'est que cette simplification des règles d'urbanisme, pour savoir finalement les règles d'urbanisme qui seront opposables à un permis de construire, eh bien une ordonnance est prévue par la loi Elan qui devra être adoptée dans un délai de 18 mois et qui devra entrer en vigueur le 1er avril 2021 et qui a pour objet de réduire le nombre de documents d'urbanisme qui seront opposables au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme et aux cartes communales. De sorte que, comme la loi Allure l'avait déjà dit, il y aura en fait un SCOT, un schéma de cohérence territoriale écran, entre les règles d'urbanisme qui sont au-dessus, élaborées par exemple par l'État, qui doivent intégrer le schéma de cohérence territoriale, puis en dessous vous avez le PLU et en dessous vous avez l'autorisation d'urbanisme, de sorte que, en vérité, pour pouvoir, si je conteste un permis, je ne pourrai invoquer sa violation que par rapport au PLU, voire au PLUI, au schéma de cohérence territoriale, mais tout ce qui est au-dessus, effectivement, sont des règles d'urbanisme inopposables au permis de construire. Donc, c'est bien d'élaborer ces règles d'urbanisme parce qu'elles doivent être prises en compte par les documents en bas de la pyramide, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale et le PLU,
mais on évite effectivement qu'elles ont un effet contentieux. Pour clarifier les choses, cette ordonnance effectivement devra simplifier les règles en la matière. Parmi ces règles, vous avez, par la loi NOTRe qui a été créée en 2015, un nouveau schéma qui n'est pas sur le PowerPoint mais qui est très important, qui est ce qu'on appelle le SRADET. Le SRADET est un nouveau document d'urbanisme qui est élaboré au niveau de la région. Là aussi, pour l'instant, ce SRADET, personne ne sait vraiment comment le mettre en œuvre et son contenu reste confus. C'est la raison pour laquelle, deuxième ordonnance qui doit être prévue, en plus de la simplification des règles d'urbanisme, c'est une ordonnance dans un délai de 18 mois, toujours pour le 1er avril, une ordonnance pour le 1er mars 2020, donc qui précédera celle sur la simplification, pour déterminer précisément le régime juridique des SRADET. De sorte que, dans la hiérarchie des règles d'urbanisme, vous aurez au niveau régional le SRADET, en dessous le schéma de cohérence territoriale qui concernera des intercommunalités à l'intérieur de la région, en dessous du schéma de cohérence territoriale, les PLUI qui seront élaborés par des intercommunalités, et pour celles qui n'ont pas de PLUI, le PLU au niveau local qui sera donc existant. Pour bien préciser cette hiérarchie, nous avons donc au niveau régional le SRADET, au niveau local le PLU et au niveau intercommunal le PLUI que la loi ALUR a essayé de mettre en œuvre, qui ne se développe pas beaucoup, mais sur laquelle effectivement la loi Elan a toujours de bons espoirs. Pourquoi? Parce que le PLUI sera élaboré par une interco, donc le droit de l'urbanisme sera élaboré par une interco, et donc ce ne seront plus les maires qui auront la compétence en matière d'urbanisme. Et donc l'obstacle dont j'avais parlé pour empêcher la réalisation des projets, c'est-à-dire le maire, eh bien effectivement ne sera plus cet obstacle, et on aura au niveau intercommunal des règles qui seront probablement qui permettront plus facilement la construction. C'est la raison pour laquelle la troisième ordonnance qui était prévue est celle qui est prévue pour le 1er avril 2021, donc une deuxième ordonnance pour le 1er avril 2021, qui concernera également les schémas de cohérence territoriale, parce que leur place est compliquée du coup à situer entre les PLUI au niveau intercommunal, les SRADET au niveau régional et les SCOT. Alors qu'est-ce que c'est les SCOT? Si l'interco c'est le PLUI, si la région c'est le SRADET, qui élabore le SCOT? Plusieurs intercos les unes avec les autres? Difficile à dire, complexité en la matière, doute qui existait déjà avec la loi ALUR, puisque dans la loi ALUR, on devait avoir que des SCOT supra-intercommunaux, donc au-dessus du PLUI. Puis la loi Macron avait supprimé ces SCOT supra-intercommunaux pour les mettre au même niveau que le PLUI. Mais précisément, comme du coup le SCOT et le PLUI, on voit plus trop la différence, alors peut-être que le SCOT va repasser à un niveau supra-intercommunal. Sur ce point, des décisions doivent être prises, et ces décisions seront prises dans l'ordonnance qui est à venir. Donc là, pour l'instant, c'est assez décevant parce que nous n'avons que des ordonnances qui sont à projeter. Alors, il n'en demeure pas moins que dans ces règles-là, vous avez tout en bas de la pyramide les PLU. Les PLU sont effectivement des règles d'urbanisme que tout le monde consulte pour pouvoir élaborer effectivement son projet architectural et puis ensuite essayer d'obtenir le permis de construire. Est-ce que nous avons dans la loi Elan des règles nouvelles qui concernent le PLU ou le PLUI par exemple? Alors le PLUI, pour commencer par lui, il n'y a pas de règles nouvelles quant à son contenu. En revanche, on essaie de simplifier la procédure d'élaboration des PLUI en disant que si une commune, dans un délai de 3 mois à compter du jour où on lui soumet le projet de PLUI, ne fait pas d'observation, alors elle les accepte implicitement. L'idée est d'accélérer, de simplifier la procédure d'élaboration des PLUI, qui aujourd'hui ne marche pas bien. Pourquoi? Parce que les maires veulent conserver, bien évidemment, leur pouvoir en matière de PLU. Concernant maintenant les PLU, la loi Elan ne prévoit pas grand-chose, si ce n'est néanmoins à l'intérieur des PLU la possibilité de créer de nouvelles OAP, des orientations d'aménagement et de programmation, qui, vous le savez, sont un des éléments du PLU, c'est-à-dire de la planification urbaine sur certaines parties du territoire, et désormais il sera possible de prévoir des OAP pour favoriser la densification. Voilà l'objectif, bien évidemment, des PLU et du pouvoir législatif, construire là où il y a du bâti, ne pas construire là où il n'y a pas de bâti, ça c'est un choix structurant du législateur depuis des années, c'est le compromis entre urbanisme et environnement qu'on essaye de trouver par ce biais. Et bien là on va directement au cœur du problème, on pourra avoir des OAP qui seront uniquement destinés à favoriser la densification, c'est-à-dire construire plus dans certaines parties du territoire. Concernant toujours la planification urbaine, sur le PowerPoint, vous avez les SCOT, les PLUI, les PLU. Je n'ai pas parlé des POS, les plans d'occupation des sols, les vieux plans d'occupation des sols. Donc vous savez qu'ils devaient être abrogés. Aujourd'hui, il n'existe plus de POS, à une exception près. C'est si un PLU a été élaboré, peut-être un peu en catastrophe, et qu'il a été annulé. À ce moment-là, on revient
sur l'ancien POS. Et ce que prévoit la loi Elan, c'est que le POS durera 24 mois. Donc il y a eu beaucoup de débats pour savoir la durée d'existence du POS. Donc les POS, une fois le PLU annulé, on revient sur le POS et il dure pendant 24 mois. Donc dans de très rares communes, vous aurez encore des POS qui vont exister pendant une durée de délai de 2 ans maximum. En revanche, les règles du POS sont à ce moment-là totalement cristallisées. Donc, vous ne pourrez plus les bouger, vous ne pourrez plus les modifier. Et si au bout de 24 mois, on n'a pas un nouveau PLU ou PLUI, à ce moment-là, les choses sont très claires, on passe au RNU. Concernant ensuite l'aménagement urbain. Alors l'aménagement urbain, je vais aller plus vite parce que le temps passe. Sur l'aménagement urbain, une fois qu'on a effectivement nos règles d'urbanisme qui existent, les choses sont très simples. On va essayer de mettre en œuvre des projets d'aménagement urbain qui permettent effectivement, là encore, pour être très clair, de permettre au maire effectivement, de permettre plus exactement, de déposséder le maire de son pouvoir d'autorisation d'urbanisme et d'élaboration en matière d'urbanisme. Le projet est le suivant, c'est le projet de partenariat d'aménagement et la grande opération d'urbanisme. Ces deux projets, ce sont des innovations de la loi Elan. L'idée est la suivante, elle est très simple, confier à l'intercommunalité la possibilité d'élaborer des projets de partenariat d'aménagement avec des personnes privées, avec toutes les personnes publiques concernées, pour pouvoir, sur certaines parties du territoire, favoriser la construction de logements. Et ce projet de partenariat d'aménagement fera la plupart du temps l'objet ensuite d'une grande opération d'urbanisme, c'est-à-dire la GOU, qui donnera à ce moment-là au président de l'intercommunalité qui sera leader en la matière pour réaliser cette GOU, la possibilité d'élaborer effectivement les textes d'urbanisme en la matière qui permettront de favoriser la densification de la construction de logements. Non, c'est bon, pardon. Et deuxième point, effectivement, de délivrer les autorisations d'urbanisme. Mais ce n'est pas tout. Ces PPA et ce GOU donnent beaucoup de pouvoir en vérité aux intercos. Elles pourront créer des zones d'aménagement différées pour préempter pendant 10 ans. Elles pourront déroger à la loi MOP pour réaliser leurs projets, de sorte que les pouvoirs consentis sur des territoires de la commune sont particulièrement importants. D'où une limite fondamentale qui a été posée en la matière, qui est est-ce que les communes, est-ce que les maires peuvent être dépossédés sur leur territoire communal de tous ces pouvoirs parce que une interco aurait décidé la réalisation d'un PPA et d'une GOU? Eh bien non. Eh bien nous, les maires ont su se défendre, ont su défendre leur précaré, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de PPA et de GOU sans l'accord des communes. Donc, il est à craindre que ces outils nouveaux ne soient pas forcément utilisés de manière très importante. J'ajoute également que vous avez également les opérations d'intérêt national, où cette fois-ci, c'est aussi des opérations d'urbanisme d'aménagement consacrées à l'État qui ont été réécrits effectivement dans le projet de loi ALUR. Tout ceci, c'est de l'aménagement urbain. C'est pour effectivement avoir des règles d'urbanisme qui soient importantes, simplifiées, éventuellement avec des projets spécifiques dont on dépossède le maire pour réaliser l'urbanisme et pour délivrer les autorisations d'urbanisme qui permettent donc la réalisation de ces projets. Pourquoi on fait ça? Pour construire. Pour construire, pour obtenir des autorisations d'urbanisme. Et parmi ces autorisations d'urbanisme, évidemment, celle qu'on va solliciter le plus, c'est le permis de construire. Sur le régime juridique du permis de construire, il n'y a pas énormément de modifications, mais il y a eu des débats importants. Le principal débat concerne l'architecte des bâtiments de France. Alors, il y a eu des débats importants. Monsieur Stéphane Bern s'est ému beaucoup dans les médias que l'ABF allait disparaître, qu'on allait démolir le patrimoine en France, effectivement, parce que l'ABF n'aurait plus de pouvoir. La vérité, c'est qu'on est beaucoup en deçà de cela, que les réformes sont très minimes en matière d'ABF. Pour en résumer une simple, une réforme simple, ça concerne l'autorisation, l'avis conforme de l'ABF. Dans certains cas, pour réaliser une opération d'urbanisme, notamment dans le périmètre des abords des monuments historiques, il vous faut un avis conforme de l'ABF. Désormais, un avis simple, c'est-à-dire que si l'ABF dit non, eh bien, on pourra quand même autoriser la construction, donc ça favorise la construction, sera possible, mais dans des cas très limités, pour la construction d'antennes relais, pour les immeubles insalubres, pour les immeubles menaçant ruine. À ce moment-là seulement, et dans ces cas-là seulement, l'avis d'ABF n'est plus un avis conforme, mais un avis simple et qui vous permet de construire sans cette autorisation de l'ABF. Pour le reste, les choses ne changent pas. Alors, on pourrait discuter également le périmètre des abords, où là, effectivement, désormais, on pourra peut-être passer outre l'avis de l'ABF quand le préfet voudra réaliser un périmètre des abords, mais pour le reste, effectivement, le patrimoine n'est pas menacé, selon moi, par la loi Elan et les craintes de certains sont largement infondées par rapport aux réelles décisions qui sont prises en la matière. Concernant le permis de construire également, pour simplifier l'instruction des permis de construire, il est prévu pour les communes de plus de 3500 habitants
une télé de procédure à compter du 1er janvier 2022. C'est-à-dire qu'on instruira par email, mais ça commence à se faire déjà beaucoup. Quand vous cochez vos demandes de permis de construire, vous indiquez effectivement que vous obtenez une réponse par email. Désormais, il faudra soumettre par voie informatique le projet de permis de construire. Il y aura une réponse par ça. 1er février 2022, un arrêté doit être pris pour cela. On verra si la date sera tenue. J'ajoute ce qui est très intéressant également pour les demandes de publicité foncière, un guichet unique est prévu. Ça, c'est une petite mesure qui paraît anecdotique, mais qui va être très intéressante. Reste que quand j'obtiens ce permis de construire, eh bien, il va être contesté de temps en temps, en tous les cas par un voisin. Là aussi, des mesures en matière de contentieux ont été prises pour essayer d'empêcher en fait le contentieux et là d'empêcher le voisin effectivement de bloquer la construction. Parmi ces mesures qui sont prises dans la loi Elan, on citera d'abord que la loi Elan, je dirais, légifère des solutions jurisprudentielles qui avaient été retenues, à savoir d'abord que si, par exemple, vous obtenez un permis de construire, que ce permis de construire, il est contesté et qu'on invoque pour obtenir l'annulation du permis l'illégalité d'un PLU, d'un SCOT, alors on devrait annuler le permis de construire qui en est la conséquence. En vérité, non. On sauve le permis de construire, sauf si l'annulation de la règle, effectivement, la disposition du PLU illégal ou du SCOT illégal, est la cause de l'annulation. Donc voilà une manière de sécuriser les autorisations d'urbanisme qui est importante. Deuxième réforme qui est intéressante, quand vous avez une autorisation d'urbanisme, vous sollicitez un permis de construire modificatif de temps à autre. Désormais, ce permis de construire modificatif, il appartiendra au voisin de le contester immédiatement dans le cadre de la procédure. Donc il faudra effectivement joindre, au lieu de joindre les deux affaires, eh bien, dans la même procédure, on contestera le permis initial et le permis modificatif. La vérité, c'est que ça ne change pas énormément de choses, mais ça permet de simplifier le contentieux. Troisième petite mesure technique qui va faire que beaucoup d'administrés vont se planter, c'est que quand vous demandez la suspension d'un permis de construire que vous perdez, ce qui est de temps en temps le cas, à ce moment-là, effectivement, normalement, la procédure au fond continue. Et bien désormais, dans le délai d'un mois, il faudra reconfirmer que vous voulez contester le permis. Voilà une astuce dans laquelle certains pétitionnaires ne vont pas la connaître. Et effectivement, la procédure contre le permis tombera effectivement du seul fait de l'annulation du rejet du référé. Pour terminer, un dernier point, et après on passera aux questions. Sur les transactions en matière de permis de construire, un point très intéressant également, c'est que vous savez que quand on transige, on doit communiquer à l'administration fiscale la transaction, ce qui est effectivement un peu contraignant. On ne le faisait que quand on transigeait une fois que le recours avait été déposé. Désormais, si je fais un recours gracieux avant le recours contre le permis, cette transaction doit aussi être communiquée à l'administration fiscale. Et de sorte que évidemment ça peut être une certaine pression, ça peut mettre une certaine pression sur la négociation. Pour finir, sur la lutte contre les recours abusifs, nous avons des modifications sémantiques qui ont été apportées dans la loi Elan qui ne changeront rien sur le fait, à mon avis aujourd'hui, qu'il est très difficile d'obtenir la condamnation d'un pétitionnaire pour un recours abusif. Voilà pour cet exposé, donc j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais j'ai déjà dépassé mon délai, pour pouvoir effectivement synthétiser en quelques mots cette loi. Mais il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire évidemment. Alors, quelques questions donc effectivement sur lesquelles je suis interrogé. La première effectivement qui est intéressante, on me dit, je lis que il y a avant la loi Allure un décret qui a été adopté le 18 juillet 2018. Qu'en est-il de ce décret? Alors effectivement, la loi Elan, doit être réfléchie, pensée avec ce décret qui l'a précédé et qui est très important en matière de contentieux administratif. Parce que autant les dispositions que j'ai évoquées avec vous concernant la loi Elan ne sont pas très intéressantes, auront un effet assez limité en termes de contentieux, autant ce décret est important. Ce décret est important pourquoi? Déjà, premièrement, parce qu'il il maintient la suppression de l'appel contre une autorisation d'urbanisme dans les zones en tension jusqu'en 2022. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous déposez un recours contre un permis, le TA statue et après, il faut aller directement devant le Conseil d'État. Alors qu'avant, il fallait devant la Cour administrative d'appel, le projet était bloqué pendant 5 ans. Désormais, on a réduit le délai peut-être à, on va dire, 2 ans. Point très important de ce décret également qui complète la loi Elan, c'est que quand vous avez un permis de construire qui concerne la construction de logements de au moins 2 logements, c'est-à-dire dès que c'est un immeuble collectif, le tribunal devrait normalement statuer dans un délai de 10 mois à compter du dépôt de la requête. Alors le délai n'est pas sanctionné, donc la grande question va être de savoir si les tribunaux tiennent ce délai de 10 mois.
Mais s'ils le tiennent, alors ça va changer les choses considérablement. Et à la vérité, c'est la seule mesure qu'il fallait prendre, à mon avis, avec évidemment peut-être assouplir la jurisprudence sur les recours abusifs pour dissuader définitivement les voisins d'agir. Mais quand vous n'avez plus que 10 mois à attendre, si je puis dire, c'est beaucoup, bien sûr, mais ça peut peut-être être possible d'attendre 10 mois, et que vous obtenez l'annulation effectivement à que plus exactement que la requête est rejetée, ça pourra peut-être dissuader des voisins ou en tout cas accélérer les négociations déjà pour obtenir des solutions transactionnelles plus rapides. Enfin, dernier point technique, mais qui est très intéressant aussi en matière de contestation de permis, c'est que aujourd'hui effectivement, si vous êtes par exemple celui qui avait obtenu le permis de construire, qu'on dépose une requête contre vous, évidemment, l'intérêt que vous avez, c'est de déposer désormais un mémoire en défense quasiment dans les 15 jours, parce qu'à la suite de ça, le pétitionnaire aura 2 mois pour déposer tous ses moyens et il ne pourra pas en déposer ensuite de nouveau. Donc ça permet là aussi de cristalliser la procédure et de savoir quand on est demandeur de permis de construire, enfin quand on a obtenu un permis de construire, de savoir en vérité le risque que l'on prend très vite sur sa procédure et sur les conséquences évidemment en matière de comment dirais-je de négociation. Deuxième, alors, autre question, vous avez évoqué l'avis simple de l'ABF pour le cas de bâtiment menaçant en ruine. L'avis simple est-il en vigueur dans le cas de démolition de ce bâtiment? Pas du tout. Donc, les modifications ne portent que sur les points que j'ai évoqués avec vous. Autre question, alors je le regarde. Attendez, je n'arrive pas à monter le session. Quel impact sur le rôle des ABF en matière de démolition de bâtiments en péril non classés, mais dans un périmètre protégé? Peut-on s'octroyer le permis désormais malgré un avis négatif? Alors sur ce point, j'ai répondu. Donc effectivement, il n'y a pas de changement à cet égard. Ensuite, autre question, à quelle date les règles de contentieux sont appliquées? Ah oui, alors à quelle date effectivement les règles de contentieux que j'ai évoquées sont entrées en vigueur? Elles entrent en vigueur pour le décret que j'ai évoqué à compter du 1er octobre. C'est-à-dire qu'elles sont déjà entrées en vigueur là aujourd'hui à la date à laquelle nous parlons concernant les règles du décret. Pour la loi Elan, eh bien on va attendre l'entrée en vigueur effectivement de cette loi et à ce moment-là vous aurez un effet. Elles entreront en vigueur à compter du jour où la loi entrera en vigueur. Donc concernant par exemple le délai de 10 mois dont j'ai parlé pour les constructions collectives, eh bien c'est déjà en vigueur. Donc aujourd'hui quand je dépose une requête, normalement le tribunal doit statuer dans un délai de 10 mois. Autre question sur laquelle je suis interrogé, est-ce qu'il y a aussi des règles en matière de construction qui viennent effectivement à compléter, et notamment sur l'accessibilité? Alors ça, c'est pas une règle effectivement en matière d'urbanisme, mais c'est vrai qu'il y a eu un débat important concernant les projets de construction. Est-ce que effectivement l'accessibilité devait être respectée ou pas en la matière? Il y a eu un débat très vif entre députés et sénateurs. Il faudra désormais que les constructions neuves aient au moins un logement accessible et 20% effectivement 20% de leurs logements devront être évolutifs. Autre question, qu'en est-il du contrôle de conformité des constructions? Alors c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas évoqué avec vous. La loi Elan modifie également le régime juridique en matière de contrôle de conformité des constructions. Je dirais que vous voyez que tout cela est logique. On est parti des règles d'urbanisme, les opérations d'aménagement urbain, les permis de construire, la contestation des permis, puis après il y a aussi le contrôle des autorisations d'urbanisme, vérifier si elles ont été effectivement réalisées conformément ou pas. Alors là, le texte entier du Code de l'urbanisme est réécrit pour le contrôle de conformité. Donc il y aura toujours évidemment un droit de visite qui sera possible pendant 6 ans jusqu'à l'achèvement des travaux. Il devra se faire évidemment en présence des occupants et sinon il faudra qu'une ordonnance du juge de la liberté et des détentions autorise effectivement la constatation. L'infraction pénale demeure si on fait obstacle au droit de visite de manière abusive. 6 mois d'emprisonnement sont encourus et 750 € d'amende. Donc là, on a effectivement un dispositif juridique qui est réécrit intégralement et qui sera intéressant, dont il sera intéressant de voir la pratique. Puis je vais prendre une dernière question qui concerne l'action en démolition. Est-ce que les règles relatives à la démolition des constructions est possible quand c'est le préfet
qui a obtenu l'annulation d'un acte. Alors sur ce point également, la loi Elan a également modifié les règles en la matière. Désormais, effectivement, mais ça ne change en vérité pas grand-chose, si le préfet défère une autorisation d'urbanisme, ce qui est exceptionnel, à ce moment-là, effectivement, si cette déférée est prospère, c'est-à-dire que vous avez une annulation définitive du permis, alors le préfet pourra à ce moment-là engager une addiction de démolition contre la construction irrégulière, mais et c'est là où l'innovation est apportée, c'est pas dans toutes les zones, c'est-à-dire qu'il y a quand même des zones dans lesquelles vous ne pouvez pas démolir, qui sont les zones protégées. Alors ces zones protégées, eh bien, effectivement, elles sont énumérées par l'article L480-13 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire les espaces proches du rivage, les monuments, les périmètres des abords. Là, à ce moment-là, on ne pourra pas démolir, évidemment, dans ces zones, on pourra démolir partout, sauf dans ces zones qui sont protégées, ce qui paraît une mesure de bon sens, même si évidemment l'autorité de la chose jugée est altérée par rapport à cela. Voilà, bon, il y a d'autres questions, malheureusement, je manque de temps pour continuer. Il sera possible de continuer à échanger sur cette loi Elan beaucoup plus longuement, c'est-à-dire pendant une journée entière de formation à Paris ou à Lyon. Vous avez ici des dates qui sont indiquées, donc la première formation est le 23 octobre et la deuxième le 22 novembre. Si vous êtes intéressé par les dispositions sur le logement social et la loi Elan, vous avez également des formations qui sont organisées par le moniteur le 24 octobre et le 19 décembre prochain qui pourraient vous intéresser. J'ajoute également que je n'ai pas parlé de la construction modulaire qui est quelque chose de très projeté très soutenu et versus l'accessibilité par les constructeurs. Alors là, on n'est pas en matière d'urbanisme, on est vraiment dans le droit de la construction, mais vous avez également une formation qui est organisée par le moniteur sur la construction modulaire, si cela peut vous intéresser. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt peut-être lors d'une formation. À bientôt.